Je vous le dis, les gens cherchent du temps comme si c'était une pièce perdue entre les coussins du canapé. Mais voilà ce que Mr. Schwab m'a appris il y a des années. Le temps ne se trouve pas. Le temps se réclame. C'est le premier déclic. Je ne manque pas de temps par hasard. Le temps glisse facilement, oui, mais il révèle quelque chose. Chaque « j'ai pas le temps » cache une vérité silencieuse. Ces heures avaient déjà été données et échangées contre ce qu'on a laissé devenir le plus important, que ce choix ait été conscient ou non. C'est tentant de croire que la journée est hors de notre contrôle, qu'elle tic-tac indifférente à la volonté. Mais il existe deux sortes de temps. Le temps de l'horloge, qui avance quoi qu'il arrive, et le temps de contrôle, qui se façonne par nos choix. Le temps de l'horloge ne demande rien, il passe, c'est tout. Le temps de contrôle demande une intention. Ça veut dire ces minutes, ces heures, appartiennent à ce que je décide, pas seulement à ce qui arrive et frappe à la porte. C'est là que les priorités se montrent, souvent sans prévenir. On n'a pas besoin de déclarer ce qui compte. Son calendrier, ses habitudes, la forme de sa semaine, tout parle à sa place. Si chaque journée ressemble à une course, si on n'a jamais de place pour ce qui compte vraiment, le calendrier ne ment pas. C'est le registre de ce qu'on a permis, toléré et choisi encore et encore. Certains pensent que la solution, c'est de traiter le temps comme une ressource rare. Alors ils cherchent de meilleurs planets, des routines plus rapides, des astuces pour arracher 10 minutes de plus. Mais le temps n'est pas une ressource, c'est une conséquence. Il apparaît ou disparaît selon les standards qu'on fixe et qu'on fait respecter. Des standards bas invitent le chaos, des standards élevés créent de l'espace. Regardez comme les gens protègent leur argent, leur maison, leur réputation. Et pourtant, ils laissent leur bien le plus précieux, le temps, se faire voler en plein jour, minute après minute. Voici une vraie question. Quel est le prix réel de vivre avec des priorités empruntées? De dépenser ses heures selon l'agenda de quelqu'un d'autre? Au début, la réponse est discrète. Mais avec les années, elle devient bruyante. C'est pour ça que la personne la plus occupée n'est pas toujours la plus productive. Et la personne qui a le plus de temps libre se sent souvent la moins aux commandes. Les priorités travaillent toujours. Elles redessinent la journée avec ou sans permission. Les heures ne disparaissent pas parce qu'on nous les prend. Elles disparaissent parce qu'on les abandonne. Le vrai changement commence quand le temps cesse d'être un truc à gérer et devient un reflet, une conséquence des standards qu'on pose. Tu veux savoir ce qui compte pour quelqu'un? Regarde où vont ses heures. Tu veux changer ton futur? Change ce que tes heures servent. Alors prends ça comme un tournant. À partir de maintenant, chaque fois que tu dis « je n'ai pas le temps », laisse cette phrase se lever. Challenge-la, demande « qu'est-ce que j'ai choisi à la place? Quel standard a façonné cette journée ?» C'est seulement là que le contrôle commence. C'est seulement là que l'opportunité apparaît pour celui qui est prêt à la réclamer. La plupart du temps, le temps ne disparaît pas de façon spectaculaire. Les gens imaginent des gros événements. Un rendez-vous raté ici, une crise imprévue là. Mais la perte de temps est rarement un accident. Elle est structurelle. Elle est intégrée dans les habitudes et les systèmes dans lesquels une personne vit, souvent sans s'en rendre compte. Il existe un monde caché de fuite que presque tout le monde ignore. Le temps de transition, par exemple, passer d'une tâche à une autre. L'esprit dérive, se pose, puis seulement il démarre. 5 minutes perdues ici, 10 là. Le temps de récupération aussi. Après une conversation difficile, une réunion tendue, une mauvaise nouvelle. Combien de temps avant que l'attention revienne? Beaucoup perdent plus d'heures à récupérer qu'ils n'en passent à faire du vrai travail. Et puis, il y a l'indécision. Rien ne vole une journée plus vite que rester au carrefour, hésiter, douter, rejouer les options jusqu'à ce que l'énergie soit vide. Toutes les fuites ne sont pas évidentes. L'évitement émotionnel a un coût. Un esprit qui fuit une décision difficile. Quelqu'un qui évite l'inconfort du prochain bon pas. Les tâches sans valeur s'empilent parce qu'elles sont faciles, familières, rassurantes, pas exigeantes. Mais elles prennent la meilleure place dans le calendrier, pendant que le travail qui fait avancer la vie est repoussé à plus tard. Ce ne sont pas les grosses interruptions qui vident la semaine. Ce sont les petites, constantes, celles qui se cachent à la vue de tous.
L'occupation masque le gaspillage mieux que tout. Un calendrier plein peut impressionner, mais l'activité n'est pas l'accomplissement. Beaucoup courent d'une obligation à l'autre, en pensant que bouger, avancer, puis le soir arrive, et ils se demandent pourquoi si peu a changé. Il y a une force dans le fait de voir la réalité, pas seulement l'intention. Voici un défi. Pendant 7 jours, oublie les théories et les espoirs. Fais un audit de réalité. Pas ce que tu avais prévu, ce qui s'est vraiment passé. Note le début et la fin de chaque bloc de temps, même les plus petits. Écris quand le travail a réellement commencé, quand l'esprit a vagabondé, quand la télévision a pris le dessus, quand la concentration s'est cassée. Compare ensuite avec le plan du début de semaine. C'est pas pour culpabiliser, c'est pour voir clair. La plupart seront choqués, les heures perdues en transition, l'énergie vidée par l'indécision, les cycles de récupération après de petits coups durs. Tout ça s'additionne en jours, même en semaines, sur une année. Ce qu'on mesure se gère, ce qu'on ignore se répète. La leçon est simple, les fuites de temps ne viennent pas de la malchance. Ce n'est pas une mauvaise semaine, ce sont des schémas inscrits dans la structure de ta journée. Quand quelqu'un devient conscient, vraiment conscient, de là où vont ses heures, il n'est plus à la merci de l'horloge. L'opportunité ne commence pas avec un meilleur planning. Elle commence avec un regard honnête sur la réalité. C'est étrange, tellement de temps s'évapore avant même que le vrai travail ne commence. La plupart pensent que le temps se perd pendant qu'on fait. Mais regarde mieux. La plus grande perte arrive avant le premier pas, dans le goulot de la décision. L'action ne tarde pas parce que le chemin est trop dur, mais parce que l'esprit tourne en rond. Je le fais ou je ne le fais pas. Maintenant ou plus tard. Chaque fois que ce même choix revient, il vole de l'énergie. Il y a une énorme différence entre les décisions répétées et les décisions prises une fois pour toutes. Les décisions répétées vident la volonté. Elles mangent l'élan. Les décisions répétées vident la volonté. Elles grignotent l'élan. Les décisions prises une fois pour toutes, au contraire, transforment l'action en routine. C'est la force de décider une seule fois, puis de laisser ce choix se répéter dans toutes les situations similaires. Regarde la différence. Il y a celui qui se demande chaque jour s'il doit faire du sport, et il y a celui qui a déjà fixé le standard. Le sport fait partie de qui je suis. Pas de débat quotidien. L'un dépense son énergie à négocier, l'autre dépense son énergie à avancer. La clarté fait gagner plus de temps que la vitesse ne le fera jamais. Beaucoup courent après l'efficacité, cherchant à faire plus vite, à presser chaque minute, à optimiser tout. Mais quand la clarté manque, les roues tournent sans direction. Les décisions se multiplient, petites mais épuisantes. Alors que lorsqu'on sait ce qui compte, ce qui mérite les premières et meilleures heures, l'action coule avec moins de résistance. Installer des non négociables est une stratégie qui transforme une semaine en silence. Ce sont des décisions prises une fois, puis cousues dans le tissu de la journée, immunisées contre l'humeur, la météo et les urgences des autres. Un non négociable n'est pas un souhait, c'est une limite. Ça peut être aussi simple que pas de réunion avant 10 heures, ou les 90 premières minutes sont pour le travail profond sans interruption, ou pas d'appel au dîner, ou pas de téléphone à table. Ces règles ne protègent pas seulement le temps, elles le multiplient, parce qu'elles enlèvent le besoin de réfléchir sans arrêt. Chaque jour, une personne fait face à des dizaines de choix, petits et grands, et l'esprit adore repousser. Je déciderai plus tard. Mais chaque plus tard est une fissure de plus par laquelle le temps s'infiltre. C'est là que les règles de décision entrent en jeu. Tu les crées une fois et elles font le travail de négociation à ta place. Par exemple, si une réunion n'a pas d'ordre du jour clair, tu n'y vas pas. Si une opportunité ne correspond pas aux priorités de ton année, tu dis non, poliment, même si c'est tentant. Si une tâche ne peut pas être terminée en moins de 10 minutes, tu la planifies dans un bloc dédié. Tu ne cherches pas à la caser entre deux trucs. Quand ces règles sont en place, le goulot s'ouvre. Le temps qui partait en hésitation, en aller-retour, se met à couler vers l'essentiel. Ce n'est pas devenir un robot rigide, c'est faire moins de décisions, mais de meilleures décisions. Puis laisser ces décisions racheter les heures qui autrement disparaîtraient. L'opportunité appartient à celui qui fait les choix difficiles au début.
Parce que la plupart du temps se perd avant même que l'action ne commence. Pas parce que le travail est trop dur, mais parce que la décision n'a jamais été prise. Certains croient que le problème du temps se règle en remplissant davantage le calendrier, ajouter, prolonger, travailler plus tard, tirer sur la journée. Mais la vérité, c'est que le temps ne s'étire pas juste parce qu'on lui en demande plus. Il se plie ou il s'effondre, selon la qualité d'énergie qu'on met dedans. Une personne peut avoir tout un après-midi libre et ne rien faire de solide, ou bien prendre une seule heure, au meilleur de sa forme, et déplacer des montagnes. Il existe une différence fondamentale entre des heures à fort levier et des heures à faible levier. Les heures à fort levier, ce sont ces moments où l'énergie est nette, où la créativité est vivante, où l'esprit est concentré. Pour certains, c'est tôt le matin, avant que le monde ne s'agite. Pour d'autres, c'est tard le soir, quand les distractions disparaissent. Dans ces poches de clarté, ce qui prend 3 heures l'après-midi peut prendre 40 minutes. Et pourtant, tant de gens programment leur travail le plus important quand leur esprit est au plus bas. Ils gardent leur meilleure énergie pour les tâches les moins exigeantes. Construire une journée autour du pic d'énergie, au lieu de pousser l'essentiel dans les restes, change tout. Ça veut dire savoir, pas deviner, quand ton attention est au top, puis bâtir un planning qui l'honore. Si ton énergie est meilleure entre 8h et 10h, alors ce créneau devient sacré pour ce qui compte le plus. Pas pour les mails, pas pour les petites courses, mais pour le travail profond qui façonne l'avenir. Et cette approche révèle une autre vérité. Le soi-disant temps libre est souvent inutilisable. Ces blocs non structurés, coincés entre 2 obligations, s'évaporent. L'esprit est éparpillé, l'énergie fragmentée, la productivité chute, la frustration monte. Beaucoup attendent de grandes plages ouvertes pour enfin commencer quelque chose d'important. Mais ces plages arrivent rarement. La vraie opportunité, c'est de protéger de petites fenêtres puissantes et d'y verser toute ton énergie, sans distraction. C'est facile de regarder une journée et de ne voir que des contraintes. Mais la solution n'est pas de trouver du temps, c'est de restructurer ce qui est déjà là. Regarde ton calendrier et demande-toi, où est ma meilleure énergie? Où est-ce que je donne mes heures à fort levier à des activités à faible valeur? Le but n'est pas de remplir chaque minute. Le but est de mettre ta meilleure énergie sur ce qui comptera encore dans 5 ans. Ce n'est pas de la théorie, c'est pratique. Fais un simple changement pendant une semaine. Identifie tes heures à fort levier et protège-les férocement. Déplace le travail important dans ces créneaux et laisse le reste de la journée absorber les tâches plus petites, plus routinières. Beaucoup seront surpris de tout ce qu'ils accomplissent, non pas en ajoutant des heures, mais en protégeant l'énergie. L'opportunité n'est pas dans travailler plus longtemps, elle est dans travailler plus intelligemment. Le temps s'étire pour la personne qui apporte énergie, intention et focus. Quand la journée est bâtie autour du pic d'énergie, même un planning chargé commence à s'ouvrir. Et ce sentiment d'être submergé commence à disparaître. Tu vois, à notre époque, il y a une grande tentation. Croire que la solution à un agenda surchargé et chaotique, c'est plus de compétences, plus de technologie ou un meilleur système. Mais la vraie percée ne vient pas de gérer plus, elle vient de porter moins. La plupart des gens n'ont pas besoin d'une meilleure gestion du temps, ils ont besoin de moins d'engagement. Regarde de près, les obligations s'accumulent comme du désordre dans un débarras. Chaque oui donné trop vite, chaque service promis sans réfléchir, chaque invitation acceptée sans une seconde de recul. Avec le temps, tout ça s'empile. Et au début, le poids ne se voit pas. C'est quelques réunions de plus ici, une petite responsabilité là. Puis soudain, il n'y a plus de place pour du nouveau, pour du grand, pour du vraiment important. On sous-estime le coût de dire oui trop facilement. À chaque fois qu'une personne s'engage par habitude, politesse ou culpabilité, elle signe un chèque sur le seul compte qui ne se recharge jamais, son temps. Ces petits retraits ne semblent pas urgents, mais ils finissent par coûter cher. Ils volent l'opportunité de faire avancer sa vie. Voici la pratique. Avant d'ajouter, commence par soustraire. Fais un exercice simple, une purge d'engagement. Mets en noir sur blanc toutes tes obligations récurrentes. Puis demande-toi, qu'est-ce qui peut s'arrêter immédiatement sans vraie perte?
Qu'est-ce qui peut être réduit pour libérer tes meilleures heures? Ce n'est pas toujours confortable, mais le confort n'est pas le but. La clarté, oui. Les structures les plus solides ont des lignes nettes, pas des coins encombrés. Beaucoup découvrent qu'un tiers de ce qui remplit leur semaine peut être coupé sans conséquences réelles. Les obligations à faible retour, les réunions sans résultat, les projets qui ne mènent nulle part, les services qui épuisent plus qu'ils n'apportent. Ces choses-là sont les premières à disparaître. Chaque engagement supprimé, ce n'est pas seulement du temps récupéré, c'est de l'espace créé pour quelque chose de plus haut, quelque chose de choisi, pas hérité. Voilà la puissance de la soustraction. La plupart des gens ont peur. Si je lâche, je vais rater quelque chose. Mais c'est l'inverse. Dire non à ce qui ne compte pas, c'est exactement comme ça qu'on crée de la place pour ce qui compte. Celui qui protège son temps avec le même sérieux que son argent ou sa réputation, c'est celui qui finit par trouver de la marge, du focus et ensuite du progrès. Essaie la semaine prochaine. Fais une liste. Quels engagements s'arrêtent maintenant? Lesquels rétrécissent pour correspondre à leurs vraies valeurs? Et à chaque élément retiré, observe ce qui revient. Pas seulement des heures, mais de l'énergie, de la clarté et la capacité de diriger ta journée avec intention. Le calendrier ne ment pas. Quand le désordre tombe, l'opportunité trouve la personne prête. Et voilà ce que beaucoup ne voient pas. Ceux qui semblent avoir du temps ne possèdent pas une méthode magique. Ils possèdent des standards. Les standards créent la marge là où le temps apparaît. Mets la barre bas et la journée se remplit de désordre et de compromis. Élève la barre et soudain le temps apparaît là où il n'existait jamais. Il faut comprendre la différence entre standard minimum et objectif inspirant. Les standards minimums, ce sont les non négociables, le strict minimum de ce qui est permis et de ce qui ne l'est pas. Ce ne sont pas des rêves, ce sont des lignes appliquées. Pour certains, ne jamais rater un dîner en famille. Pour d'autres, ne pas toucher aux emails avant une certaine heure. Ce n'est pas la perfection, c'est la constance. Les objectifs inspirants, eux, te poussent et t'élèvent. Mais ils ne tiennent pas ta journée ensemble. Des objectifs sans standard créent une vie d'espoir, puis de déception. Des standards sans objectifs peuvent mener à la stagnation. Mais quand des standards minimum solides existent, chaque journée commence à s'aligner avec un but, pas juste de bonnes intentions. Élever les standards fait quelque chose de remarquable. Ça réduit la fatigue des décisions. Quand la vie est construite sur des règles claires, voilà ce qui arrive, voilà ce qui n'arrive jamais. L'esprit est libéré de la négociation permanente. Chaque décision coûte de l'énergie. Chaque option à peser fait baisser la capacité d'agir en profondeur. La personne disciplinée semble avoir plus de temps, pas parce que la journée est plus longue, mais parce que moins d'heures sont perdues dans l'indécision et le regret. Un cadre simple apparaît. Standard, habitude, contrôle du temps. Quand des standards élevés sont fixés et respectés, les bonnes habitudes se forment presque naturellement. Tu te présentes, tu fais le travail, tu dis non aux distractions, tu répètes. Avec le temps, ces habitudes créent une structure où le temps est protégé, les priorités respectées et le progrès devient inévitable. Observe les gens disciplinés, ils avancent avec une confiance calme. Ils ne vivent pas en rattrapage. Leur standard crée un tampon, une marge qui laisse de la place à l'imprévu. Quand les autres paniquent, eux ajustent, parce que le temps n'est plus un ennemi, il devient un allié. Voici l'invitation, revois tes standards minimums. Pas ce que tu espères faire dans une bonne semaine, mais ce que tu exiges chaque semaine. Rends-les visibles, écris-les. Engage-toi à les faire respecter. La vie ne changera pas en une nuit, mais semaine après semaine, le sentiment de contrôle revient. Et quand le contrôle revient, l'opportunité revient aussi. Le temps n'est pas un mystère, c'est un miroir. Élève le standard et observe ce qui apparaît. Et ce changement de standard pose naturellement une deuxième question. Ce n'est pas seulement d'avoir de bonnes intentions. C'est de construire un système qui protège ton temps quand l'humeur baisse, quand le chaos arrive, quand la vie surprend. La volonté seule ne peut pas retenir la marée des distractions. Les systèmes font ce que la mémoire et la motivation ne peuvent pas. Ils montent la garde quand l'enthousiasme disparaît. Le meilleur système n'est pas compliqué. L'objectif, c'est la simplicité.
Une structure hebdomadaire visible, claire, facile à défendre. Commence par la semaine, pas par le jour. Regarde l'ensemble. Où entrent les priorités importantes? Qu'est-ce qui reçoit les meilleurs blocs de temps? Protège ces points d'ancrage, puis laisse le reste s'organiser autour. Les personnes efficaces ne microgèrent pas chaque heure. Elles prennent quelques rendez-vous clés avec elles-mêmes et elles les respectent comme des rendez-vous sacrés. Et voici l'arme secrète, les zones tampons. La plupart des plannings échouent parce qu'ils sont trop serrés. Sans marge, le moindre imprévu casse tout. Avec des tampons, la journée absorbe le choc au lieu de s'écrouler. Rendre le temps visible change tout. Quand la semaine est posée quelque part, sur un mur, un carnet, un écran, les engagements ne peuvent plus se cacher. Les petites tâches qui se multiplient deviennent évidentes. On ne protège que ce qu'on voit. C'est là qu'entre l'architecture personnelle du temps, pas une cage rigide, mais un cadre flexible. Place d'abord les non négociables. Marque tes heures à fort levier. Ajoute des zones tampons. Laisse du blanc. Un bon système doit tenir face à la vraie vie. Et petit à petit, ça mène à une vérité simple. Ton calendrier est un miroir. Chaque semaine, chaque rendez-vous, chaque espace vide, chaque journée trop pleine reflète non seulement ce que tu as fait, mais ce que tu es en train de devenir. Les excuses sur être occupé peuvent convaincre les autres. Mais le calendrier raconte la vérité. Le temps ne ment pas, il enregistre. Ce n'est pas un jugement, c'est de la clarté. Les heures données à l'essentiel, l'espace protégé pour grandir, les engagements supprimés, tout s'additionne. Quand le temps s'aligne avec l'intention, les relations s'approfondissent, le travail devient plus significatif, l'énergie remonte, le stress baisse. Le sentiment d'être toujours en retard s'efface, remplacé par une confiance calme. L'essentiel a reçu sa place. La recherche de plus de temps se termine là où les standards commencent. Regarde dans le miroir du calendrier et demande-toi, qu'est-ce que ça reflète? Si la réponse te rend fier, continue à bâtir. Si elle te met mal à l'aise, rappelle-toi. Le changement est toujours possible, une décision à la fois. Le chemin n'est pas de presser chaque minute, mais de diriger chaque minute vers une vie choisie, pas héritée. Le temps est le grand égaliseur. Il n'appartient à personne et à tout le monde. Mais il donne ses trésors à ceux qui se préparent, qui construisent, qui tiennent la ligne sur l'essentiel. Les heures sont là, en attente d'être réclamées. Que les jours qui viennent soient le reflet de nouveaux standards, d'une nouvelle clarté et d'un nouvel engagement. Quand le temps s'aligne, la vie suit. Voilà l'invitation. Et voilà la récompense.